Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christina Chevalier. J'ai eu l'immense plaisir de traduire le livre Les maladies karmiques du célèbre écrivain français Daniel Meroy, auteur de 45 ouvrages qui sont devenus de best-sellers à travers le monde et dont les livres sont disponibles aux éditions Le Passe-Monde. Véritable explorateur de nouveaux champs de conscience, Daniel Meroy marque incontestablement le monde de la spiritualité et de la pensée métaphysique contemporaine depuis plus de 40 ans. Avec l'association française Neos Helios et la maison d'édition polonaise Indigo Book, nous avons collaboré ensemble pour faire découvrir ces ouvrages aux lecteurs polonais. Et après la parution du premier livre, Le labyrinthe du karma en Pologne, nous allons vous présenter, dans la même thématique, un livre exceptionnel qui parle des maladies d'origine karmique. Un ouvrage composé de plusieurs témoignages vécus, racontés par l'auteur qui, grâce à ses capacités innées de lecture des corps subtils, illustrait diverses problématiques d'origine causale. Un livre qui non seulement présente les cas concrets, mais qui véhicule aussi l'énergie de la guérison et nous donne les outils pour avancer dans nos cheminements personnels. Un ouvrage que nous pouvons lire à différents niveaux. Je vous propose d'accueillir l'auteur qui a accepté mon invitation pour parler personnellement de cet ouvrage. Bonjour Daniel. Bonjour Christina. Je te remercie sincèrement tout d'abord d'avoir accepté cette interview et c'est avec une grande joie que je te retrouve pour parler de ton livre. Oui, c'est un grand plaisir pour moi aussi de pouvoir entamer cette discussion avec toi et puis de rejoindre de cette façon-là, par ton initiative, tous mes lecteurs polonais. C'est le deuxième ouvrage, je crois, de ma part qui va paraître en Pologne et c'est vraiment grâce à toi et j'y suis très sensible. Merci. Merci à toi. Donc effectivement, nous allons parler du karma, nous allons parler de ton second livre qui va bientôt paraître en Pologne. Et donc, pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler du titre de ce livre et nous expliquer pourquoi certaines maladies sont karmiques et d'autres non? Et aussi, est-ce que karmique signifie inévitable? Ça, c'est beaucoup de questions en une seule finalement. D'abord, je crois que pour comprendre ce livre-là, pour en apprécier la lecture et comprendre ce qu'il tente d'induire comme réflexion, il faut, et je sais que tous ceux qui me lisent ou qui me découvrent, surtout en Pologne, ne sont pas nécessairement familiarisés avec la notion de réincarnation. Parce que qui dit karma dit réincarnation inévitablement, puisque le karma, c'est, disons, le bagage intérieur, intime, que nous transportons d'une vie à l'autre. Alors, évidemment, pour découvrir ce livre, il ne faut pas nécessairement euh, accepter cela d'emblée, parce que c'est tout un cheminement intérieur qui nous y amène. Mais je propose simplement à mes lecteurs ou à mes futurs lecteurs, eh bien, d'essayer de jouer le jeu, et de se dire tout simplement, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayons d'entrer dans la réflexion et les expériences de cet auteur-là, puis voyons ce qu'on peut en tirer nous-mêmes. Donc le karma, c'est tout simplement ce bagage intérieur qui résulte de chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacun de nos gestes également, et que nous transportons avec nous un petit peu comme un sac à dos d'une existence à l'autre. Ce qui explique d'une certaine façon les inégalités flagrantes qui existent entre les êtres humains. Pourquoi un tel né en bonne santé, avec un beau physique? Pourquoi l'autre a un physique un peu désavantageux et toujours un peu malade? Pourquoi un tel est-il aisé dans sa vie et l'autre a du mal à s'en sortir? Bon, on pourrait dire avec une vision classique des choses, eh bien que le divin est pas mal, comment dire, mal réparti d'un être humain à l'autre. Bon, euh, les, les, la vision classique que proposent les religions en général, ou du moins les religions telles que le christianisme, ne peuvent pas répondre à cela. On dit simplement, parce qu'au moins on me l'a souvent dit quand j'étais enfant et que j'allais au catéchisme, le prêtre me répondait, ben ça c'est un mystère. Bon, c'est un mystère, mais c'est une réponse qui n'est pas très satisfaisante. Pour moi, en tout cas, ça ne l'a jamais été. Mais j'ai pu assez rapidement dans ma vie me rendre compte que, eh bien,
on ne pouvait pas résoudre le problème simplement comme ça en se déchargeant sur un dogme. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que je suis naturellement doté d'une capacité depuis ma jeune enfance qui me permet de voir les radiances autour du corps humain. Et ces radiances, eh bien, elles véhiculent ce qu'on appelle, du moins jusqu'à un certain point, elles véhiculent ce qu'on appelle la mémoire karmique. C'est-à-dire qu'en elles viennent transparaître des éléments qui expliquent telle ou telle chose dans notre vie, telle difficulté, telle faculté, etc., etc. Alors, comment ça s'est passé pour moi dans ma petite enfance? Ben, je voyais, comme je disais il y a quelques minutes, je m'en suis vraiment rendu compte vers l'âge de 7-8 ans, des lumières autour des êtres que je fréquentais. Des lumières plus ou moins vives, plus ou moins belles, plus ou moins sales, plus ou moins propres, alors quelquefois des lumières magnifiques. Et, mais j'en parlais pas. J'en parlais pas parce que ben pour moi c'était normal. C'était tout à fait normal et je me disais, ben, tout le monde voit ça, quoi, puis c'est tout. Et ça n'est qu'avec l'adolescence, l'arrivée de l'adolescence, et que je me suis rendu compte, eh bien, que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et puis j'ai commencé à faire des recoupements. Je me suis rendu compte que telle personne que je voyais et que je savais malade présentait telle ou telle particularité dans les lumières que son corps diffusait. Alors c'est ça qui m'a amené vraiment à me pencher sur la question et à essayer de faire ce qu'on appelle des lectures d'aura. Et ce sont ces lectures d'aura qui m'ont facilité les choses pour pénétrer dans un domaine qu'on appelle celui des maladies karmiques, c'est-à-dire des maladies qui n'ont pas leur origine dans, dans cette existence-ci, mais qui prennent leur source dans une existence antérieure, si on veut bien admettre que ça vaut la peine de se pencher dans cette direction-là. Très bien, merci Daniel pour cette explication. Et ma deuxième question concerne le fait qu'on observe actuellement une multiplication des maladies dites auto-immunes pour lesquelles la médecine allopathique semble assez démunie. Penses-tu que ces maladies peuvent avoir, dans certains cas, des origines karmiques? Oui, absolument. Je crois que les maladies auto-immunes résultent généralement, je dirais jamais 100%, parce qu'on n'est jamais 100% sûr de quelque chose. On avance des choses, hein, on avance des choses, et moi je les constate, et je procède également par recoupement. Et bon, là on est tout de suite au cœur d'un sujet assez intense qui est celui des maladies auto-immunes. Mais les maladies auto-immunes, c'est finalement, en langage très simple, c'est un, comment dire, c'est une sorte d'auto-empoisonnement de l'être profond, qui fait qu'on l'organisme génère quelque chose qui est difficilement saisissable. Ça vient de l'intérieur, en fait. Et l'intérieur, c'est quoi? Ben, avec mon expérience en lecture d'aura, c'est la mémoire profonde, c'est la mémoire qu'on porte avec nous d'un passé antérieur. Alors, moi, quand j'ai commencé à faire une expérience, quand j'ai commencé, donc je disais tout à l'heure, enfant, puis adolescent, mais c'est vraiment à l'âge adulte, jeune adulte, disons dans la vingtaine, que j'ai commencé à systématiser mes recherches. Donc je me suis penché sur essayer de voir comment on pouvait décortiquer l'aura. En fait, je dis l'aura là, mais c'est à cette époque-là que j'ai commencé à comprendre vraiment qu'on devait plutôt dire les auras, comme si il y avait plusieurs couches de lumière ou de qualité de lumière, de qualité de radiance autour de chacun de nous. Et c'est avec ces recoupements que je me suis rendu compte qu'il y avait une aura de type purement, je dirais, animal, vital, qui transmet notre santé au niveau le plus basique, notre énergie de base. Ensuite, il y a une couche un peu plus extérieure cette aura-là, on l'appelle l'aura éthérique. Ensuite, une deuxième aura un peu plus loin du corps physique, qu'on appelle l'aura émotionnelle. C'est l'aura la plus spectaculaire parce que c'est celle qui change constamment en fonction de nos émotions, de ce que nous éprouvons. Alors, parfois, quelque chose d'extrêmement bigarré, et puis ça traduit vraiment toutes nos fluctuations intérieures. Au-delà de cette deuxième aura, j'ai remarqué une autre, un peu plus loin également du corps physique, que j'ai appelée tout simplement l'aura mentale, parce qu'elle traduit, j'ai remarqué qu'elle traduisait
l'état psychique au sens cérébral du terme. C'est-à-dire quand on entre dans une réflexion, quand on fait un devoir de classe, par exemple, ou bon, des choses comme ça, quand on calcule quelque chose, cette aura-là s'éclaire et elle est plus ou moins teintée d'un jaune acidulé. Alors, c'est intéressant de voir ça, par exemple, dans une salle d'examen. Moi, quand j'étais professeur dans ma jeune vingtaine, il m'arrivait évidemment de surveiller des devoirs ou des examens, et c'était très drôle en entrant dans les salles où les jeunes, les lycéens planchaient, etc., de voir eh bien, toute une énorme aura jaune, jaune citron euh, autour des uns et des autres. C'était absolument fabuleux. Et puis petit à petit, eh bien, à force de faire des expériences, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins une quatrième aura. Une quatrième aura qui ne se montre que dans des circonstances bien particulières. Et cette aura-là, eh bien, je l'ai appelée l'aura causale. Et l'aura causale, c'est l'aura, pardon, des mémoires profondes que nous transportons avec nous, comme je disais tout à l'heure, d'une existence à l'autre. Alors c'est dans ce domaine-là, évidemment, c'est ce domaine-là, évidemment, que j'ai essayé de travailler de plus en plus au fil des années, parce que finalement, c'est elle qui nous permet d'entrer dans le mystère de certains troubles, de certaines maladies. Et la plupart des gens qui sont venus me consulter au fil des années, en entendant parler de mes capacités, eh bien, étaient comme un peu empressés de voir si je pouvais lire dans leur mémoire profonde par l'intermédiaire de cette aura causale. Alors, ce n'est pas quelque chose de systématique. On ne peut pas dire, tiens, viens ici, je vais te faire une lecture d'aura causale. On peut dire, par exemple, oui, je vais faire une lecture de ton aura éthérique, de ton aura émotionnelle, ton aura mentale, etc. Mais l'aura causale, ça reste du domaine de quelque chose d'extrêmement intime et notre conscience supérieure, eh bien, comment dire, agit parfois comme une protection par rapport à cela. On ne doit pas nécessairement tout savoir de notre passé, parce qu'il y a là un domaine qui est de l'ordre de celui de notre évolution profonde. Alors, on ne peut pas venir me consulter. Enfin, maintenant, je le fais très peu parce que je prends un peu d'âge. J'ai ralenti sérieusement mon activité à ce niveau-là, mais parce que ça demande de l'énergie quand même. Hein. Mais on ne peut pas dire, bon, tiens, oui, je vais aller regarder ce qui fait que tu as telle maladie auto-immune, ou alors tel problème de peau que rien ne peut guérir, par exemple, ou des choses comme ça. On dit, on va tenter. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et là, eh bien, tout le monde doit s'attendre à tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va soulever, finalement. Hein, il y a des gens qui autrefois, quand j'étais jeune, venaient me voir en étant persuadés que j'allais leur révéler des choses absolument merveilleuses sur leur passé. Mais c'est pas ça. Hein. Il y a des passés qui sont pas forcément très glorieux, et on a toujours tendance, quand on a un problème de santé ou d'équilibre, ça peut être un problème d'équilibre psychique aussi, hein, de rectitude en soi, eh bien, on a toujours tendance, d'après ce que j'ai remarqué sur les personnes que j'ai reçues, on a toujours tendance à penser que si on a un problème, c'est qu'on est victime de quelque chose. Or, quand on obtient des réponses, c'est pas nécessairement ça qui surgit. Et le patient, entre guillemets, si on veut bien l'appeler comme ça, doit être conscient que on peut soulever des choses qui vont pas lui plaire. Et ça, c'est pas anodin, parce que ça renverse complètement la vapeur. Alors voilà les difficultés, les risques. Et pour en revenir à ce que tu disais au niveau des maladies auto-immunes, oui, j'ai remarqué que beaucoup d'entre elles sont des résidus de choses comment dire, qu'on traîne d'une autre existence et qu'on n'arrive pas à laver d'une certaine façon ou à fluidifier. Il ne s'agit pas de s'accuser de quoi que ce soit en disant oh si j'ai tel malaise ou tel problème, c'est que j'ai pas fait bien, c'est que j'ai été mal ceci, mal cela. Non, on y va là absolument d'une façon neutre, sans jugement. Il y a des obstacles hein, enfin des obstacles. Il y a il y a des circonstances de la vie qui génèrent en nous des, je veux dire, des germes de maladies, que ce soit des maladies auto-immunes ou pas. Et les maladies auto-immunes, c'est typique de ça. Comment dire, ce sont des émotions que l'on vit à un moment donné, comme la peur,
la colère, la vengeance, etc. Tout ça, ce sont des choses qui, quand on quitte une vie, quand on meurt, donc, eh bien, si ces choses-là ne sont pas résolues en nous, on va les emporter avec nous. Et on risque de les retrouver plus tard dans une autre incarnation. Pas nécessairement dans l'incarnation qui va suivre. Ça peut être 2, 3, 4, 500 ans plus tard. Mais ça reste je dirais, dans le grenier, en conserve quelque part, et ça peut ressurgir n'importe comment, parce que le principe de la vie, le principe du vivant, le principe divin, eh bien, c'est de nous travailler en profondeur pour nous rendre, parce que nous sommes des êtres perfectibles. Et le divin, qu'on l'appelle Dieu, le divin, la source, la nature, peu importe, ça ne change rien. Le divin, en nous, cherche à nous purifier de tout, à nous laver de tout, mais il a le temps. Voilà. Oui, et J'ai à un ce peu propos, bouleversé ton plan de questions, je pense. oui, bah oui, parce que du coup, j'avais une autre question que j'allais te poser, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, ce que la vie nous engramme quelque part. Et dans ton livre, tu décris les notions de l'atome germe et de mémoire cellulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la corrélation entre eux sur le plan subtil et dans nos vies en général? Tu veux parler de l'atome germe? Mmh, Oui. oui, Euh, il y a une chose, je dis chose, il faut de pouvoir l'appeler autrement, un élément, disons, que manifestement nous transportons d'une vie à l'autre avec nous. Et cet élément-là, c'est ce que, dans mon vocabulaire à moi, j'appelle l'atome germe. L'atome germe, c'est la matière divine qu'on appelle l'akasha, matière mémorielle en fait, qui constitue l'univers. C'est un condensé de cet akasha, qui est vraiment ce qu'on peut concevoir de plus divin avec notre conscience humaine. Et cet atome germe-là, eh bien, je l'appelle, c'est la banque de données, en fait, de tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé, etc., au fil des existences. C'est le disque dur de notre ordinateur interne, en fait, si je peux m'exprimer comme ça. Eh bien, cet atome germe, nous voyageons de vie en vie avec lui, tout simplement, et il va se loger systématiquement dans le ventricule gauche de notre cœur. Alors ça, c'est notre bagage profond. C'est notre mémoire initiale où il y a le souvenir de notre origine divine, en fait. Alors, c'est ce souvenir-là qui accumule autour de lui une multitude de données que, dans le cas d'une lecture d'aura sur le plan causal, sur le plan karmique, donc, on va essayer comment dire, de déloger, de comprendre s'il y a des sacs de nœuds là à détricoter. Mais quand c'est le moment, comme je le disais, le temps a le temps, le divin a le temps, prend le temps d'œuvrer sur nous. Et donc c'est pour ça que quand je fais une lecture d'aura, euh, je ne regarde pas essentiellement l'aura éthérique, l'aura émotionnelle, sauf si je veux me concentrer que sur ça. Mais dès que je soupçonne qu'il faut chercher quelque chose sur le plan karmique, à ce moment-là, mon regard va se loger au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau du chakra cardiaque, au niveau du cœur, parce que c'est là que se loge le, comment dire, l'atome germe, justement, la somme de toutes nos mémoires. C'est là que je regarde pas, en fait, pour être un peu plus précis, je ne regarde pas la personne. Je ne vais pas regarder, par exemple, un bouton de chemise qui serait situé là exactement sur son cœur ou sur le sacré cardiaque. Mon regard doit se faire extrêmement flou, comme pour chercher quelque chose qui est loin, loin, loin derrière la personne que je regarde. Donc je regarde sans voir, si on veut. Et c'est en ne cherchant pas à voir cette zone-là de la personne que, eh bien, il arrive que la mémoire karmique s'ouvre, que comment dire, que l'atome germe libère des informations. Il ne libère jamais toutes les informations, ça va de soi, c'est beaucoup trop énorme et ça mènerait à une explosion de la conscience absolument invraisemblable. C'est comme si on nous déversait des tonnes, des milliers de tonnes d'informations
dans la conscience d'un coup, il n'y a plus rien qui va, on explose là. Donc notre conscience supérieure, notre supraconscient, je dirais, guidé par le divin, va de temps en temps libérer une information au sein de cet atome germe si nous en avons besoin. C'est jamais gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller par curiosité et dire tiens, on va faire une petite recherche là, puis on va voir ce qui va sortir. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode, et on voit un certain tourisme dans les recherches, d'origine causale. Oui, tout à Hem, fait, oui, effectivement. Et ça peut créer des catastrophes, ça. Ça peut créer des catastrophes parce que il y a des gens, bah, c'est comme dans tous les domaines de la vie, il y a des gens qui sont des tricheurs, c'est clair. Hein, et bon, va-t-on prouver que quelqu'un triche dans ce domaine-là? C'est difficile de prouver que quelqu'un triche. Sauf qu'il y a des personnes, hélas, il faut bien le dire, pas très scrupuleuses, qui font quasiment ça sur commande, même à distance. Hein, disant, moi, je veux vous dire quelle a été votre vie antérieure ou vos vies antérieures, puis pourquoi vous avez tel ou tel problème. Et puis, ben, évidemment, si c'est pas une personne honnête, elle voit pas. Elle voit pas, mais elle a un client face à elle. Et ce client, qui est un client et non pas un patient, dans ce cas-là, ce client, eh bien, il sent le thérapeute, entre guillemets, ou le lecteur d'aura, entre guillemets, sans le besoin de livrer une information à celui qui est devenu son client. Et là, on peut dire n'importe quoi. Et on peut dire n'importe quoi, et en disant n'importe quoi, eh bien, on met la conscience du patient, comment dire, on la conditionne à quelque chose, on la fragilise, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut déclencher sur elle. Je sais qu'il y a, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais le phénomène, moi j'habite le Québec, donc le Canada, il y a 20-25 ans, c'était une mode qui était très très forte ici, notamment à Montréal, et à tel point que certaines personnes avaient créé ce qu'ils appelaient à l'époque l'Institut de la mémoire induite, parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se portaient très mal ou étaient complètement ébranlées parce que un pseudo-thérapeute ou un pseudo-lecteur d'aura leur avait dit des choses qui étaient insensées, qui les bouleversaient, tout simplement parce qu'il fallait, entre guillemets, livrer la marchandise, quoi. Alors, donc il faut être extrêmement prudent quand on consulte quelqu'un dans ce domaine-là. Il y a des gens sincères, il y a des gens qui voient réellement, mais je dirais qu'ils sont relativement peu nombreux. Mais il faut savoir à qui on va se confier, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va soulever. Moi, il m'est arrivé, par exemple, comment dire, de faire une lecture d'aura à quelqu'un qui, comment dire, qui avait vécu pendant la dernière guerre mondiale et qui était persuadé, comment dire, avoir été éliminé par des soldats nazis, appelons-les comme ça, parce qu'ils présentaient tel ou tel symptôme, des impacts de balles sur la peau, des choses comme ça, par exemple. Hein. Et puis, la lecture d'aura a révélé que c'était l'inverse. Il endossait comme une soupape de sécurité le rôle de la victime pour ne pas se découvrir en tant qu'agresseur. Et évidemment, on ne peut pas délivrer une information comme ça à quelqu'un de fond en comble. Il faut une préparation. Ou on ne le dit pas, si on sent que la personne n'est pas apte à faire face à une réalité aussi difficile que ça, ou alors ça se fait, mais progressivement, en déculpabilisant. Parce qu'il est bien clair, il faut toujours avoir un regard, et il est bien clair qu'il faut toujours avoir un regard déculpabilisateur. Tout simplement parce que, au fil des quantités de vie que nous avons tous vécues, on n'a pas toujours été beau et gentil. On a endossé un peu tous les rôles
parce que c'est le chemin des âmes en général que d'expérimenter mille et mille situations. On ne devient pas un être lumineux comme ça par la grâce divine d'un jour à l'autre. On se fabrique soi-même. On se fabrique, on se corrige. Quand ça ne va pas, on remet le métier sur le tapis, etc. Bon, donc notre évolution, c'est quelque chose qui se fait lentement et en prenant quelquefois en jouant parfois des rôles auxquels on ne s'attend pas. Et c'est une histoire de guérison intérieure. Donc la lecture d'aura, quand elle se fait à ce niveau-là, sur le plan karmique, elle doit se faire avec énormément de respect, de patience. On travaille sur le temps, on travaille sur l'équilibre d'un être humain. Et ça, c'est sérieux. C'est pas, y a pas, on ne fait pas du tourisme comme ça dans le passé de quelqu'un. On ne joue pas avec son âme, on ne joue pas avec son cœur. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Il y a une notion de responsabilité dont tu parles effectivement dans le livre et cette responsabilité ramène à une posture thérapeutique dont tu parles également. Dans ton livre, tu écris: «Nous n'attrapons pas une maladie, nous tissons les circonstances par lesquelles le désordre s'installe en nous». C'est C'est une ça. belle invitation à une compréhension plus large de nos vies et de l'existence en général, mais aussi à la prise de responsabilité justement de nos actes au quotidien. D'une manière générale, penses-tu que c'est le regard que l'on pose sur soi et les événements qui nous arrivent qui déterminent notre état d'être? Pardon, je ne comprends pas très bien le sens de la question là. Heu, est-ce que, d'une manière générale, c'est pas aussi par les actes, par tout ce qu'on, émet, qu'on qu'on détermine notre état d'être intérieur? Mais bien sûr, mais bien sûr. Heu, Beaucoup de troubles de santé ou de l'équilibre, comment dire, naissent par une sorte de décalage ou d'incohérence entre nos actes, nos pensées, nos émotions, et cetera. Heu, Quelquefois, des gens me demandent: «Mais tel homme politique, tel dictateur, présent ou passé, pourquoi il a toujours été en santé alors qu'il a fait des actions absolument abominables?» Et moi, j'ai toujours envie de dire, parce qu'il m'est arrivé évidemment de rencontrer des gens, je ne parle pas de personnalités comme ça, des gens qui étaient, on dira, qui n'étaient pas très beaux de leur vivant au niveau de ce qu'ils faisaient. Et j'ai toujours remarqué que ce qui les rendait forts physiquement, c'est-à-dire qui faisait que la maladie semblait ne pas avoir de prise sur eux, c'était leur cohérence interne. C'est-à-dire qu'ils ne doutaient pas de leur position, de leurs actes, et qui faisaient fi d'éventuelles émotions. Donc ils étaient comme une espèce de bloc de béton dans leur corps éthérique, dans leur corps émotionnel, dans leur mental, etc. Et ça maintient un équilibre, donc une cohérence qui fait que, eh ben, ça se passe comme ça pour eux. Et la plupart d'entre nous, nous sommes des êtres sensibles. Sensibles, c'est-à-dire qu'on a une conscience, on va se culpabiliser pour telle ou telle chose, on va regretter tel acte, on s'en veut pour telle colère, on s'en veut pour telle action qu'on n'aurait pas voulu mener, etc. Et c'est là où on se déstructure intérieurement. C'est pas, c'est pas notre corps physique qui lâche, entre guillemets, ou qui s'abîme. Ce sont nos corps subtils. Donc, ce sont les différents corps de notre réalité supérieure qui présentent des brèches, par exemple. Et ce sont ces brèches-là qui finissent par s'infiltrer dans le corps physique. Par exemple, il y a, je vais prendre un exemple très classique. Si je fais une lecture d'aura relativement simple sur quelqu'un qui va me dire, mais j'ai toujours un problème au foie, ça va pas, est-ce que tu pourrais regarder d'où ça vient? Parce que moi, je comprends pas. La médecine ne comprend pas pourquoi j'ai telle ou telle faiblesse au foie ou au pancréas ou n'importe où ailleurs sur le corps. Si je pratique une lecture d'aura classique et que j'arrive à capter l'aura mentale, mon but va être d'essayer de percevoir ce que, dans cette aura mentale, j'appelle des formes pensées. Ça, c'est une nouvelle, comment dire, un nouveau concept que j'aborde là avec toi, la notion de forme pensée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous émettons une pensée,
je veux dire une pensée soutenue, parce qu'à chaque seconde de notre vie, bon, nous pensons, si on veut, hein, Bien sûr. mais on oui, en principe. Mais je dirais une pensée solide, c'est-à-dire quelque chose qui nous habite constamment. Eh bien, cette pensée constante qui nous tourne tout le temps dans la tête finit par générer ce qu'on appelle justement une forme pensée, qui est une masse énergétique qui est nourrie par tout un tas de petites pensées, de petits états de conscience, etc., qui, d'une certaine façon, qui peuvent nous polluer ou pas. Parce qu'il y a de très belles formes pensées aussi, hein. Si on nourrit toujours l'amour, la notion du beau, etc., de la justice, on va générer également des formes pensées, mais des formes pensées qui vont être du domaine du sacré. Donc là, évidemment, c'est pas la même chose. Moi, je parle de formes pensées qui seraient à l'origine d'un trouble dans le physique. Eh bien, quand je repère une forme pensée comme celle-là, en général, cette forme pensée crée des brèches dans l'aura jusqu'à descendre dans l'aura éthérique, c'est-à-dire l'aura la plus proche du corps physique. Et ça peut être le foie, ça peut être un rein, ça peut être le pancréas, ça peut être l'estomac, la gorge, etc. N'importe quoi. N'importe quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire au patient, bon, là, ce que je vois, c'est que ce qui affecte tel organe, ton pancréas, par exemple, eh bien, si je remonte une espèce de petit filament électrique relativement sombre généralement, jusqu'à la forme pensée, je vois que c'est une construction mentale qui est à l'origine de ça. Donc il va falloir essayer de déconstruire cette forme pensée pour assécher la source qui fait que tel ou tel organe est souffrant, par exemple. Alors là, il y a un travail à faire, mais qui est extrêmement délicat, que je n'arrive pas toujours à mener à bien, mais que j'ai souvent mené à bien quand même, parce qu'il y a des choses qui restent impénétrables, de l'ordre de l'intime avec un I majuscule, c'est d'essayer de faire parler la forme pensée. Alors dans ces moments-là, moi je me fixe toujours avec le même regard que celui dont j'ai parlé tout à l'heure, en regardant pas, mais en cherchant beaucoup plus loin derrière la forme de pensée, en me laissant absorber par son cœur, j'essaie de voir ce que cette forme de pensée contient. Ça peut être un visage, par exemple. Le visage, je ne sais pas moi, d'un ami qui vous a fait souffrir, le visage d'un parent qui a été injuste envers vous. Il y a beaucoup de choses comme ça dans lesquelles on retrouve le visage d'un parent, quelque chose qui nous a fait souffrir, par exemple dans notre enfance, et puis la notion de, par exemple, je dis ça comme je dis autre chose, la notion de punition injuste qu'on a vécu comme injuste, hein, parce que c'est la façon dont on vit les choses qui compte. Eh bien, on peut dire, ah, est-ce que dans ton passé, quand tu étais enfant ou quand tu avais environ tel ou tel âge, parce que l'âge, je peux globalement le localiser un peu en regardant l'épaisseur de la coquille qui entoure la forme pensée. Est-ce qu'il n'y aurait pas telle personne qui aurait telle couleur de cheveux, qui aurait été habillée de telle façon, ou un parent qui ceci, qui cela. Et très souvent, on m'a dit, ah oui, je me souviens, oui, oui, ah ben, c'était peut-être mon grand-père. Mon grand-père, là, un jour, il m'a puni pour une chose que je n'avais pas faite et qu'un cousin m'a faite. Et ça m'a suivi toute ma vie et j'ai toujours trouvé ça terriblement injuste. Je prends un cas comme ça, hein, je l'invente évidemment, et on arrive parfois à dénouer des écheveaux plus ou moins complexes qui vont affaiblir une partie de l'organisme. Alors peut-être que si on voyait, je reprends mon exemple, le grand-père de l'époque, il nous dirait mais non, mais la punition était juste parce que si, parce que ça, etc. Moi, je ne l'ai pas fait méchamment, mais c'est la façon dont la personne qui est blessée ressent la sanction. C'est ça qui importe. C'est la façon dont on vit les choses en nous qui vient nous affaiblir ou au contraire nous renforcer. Parce qu'il y a des personnes, évidemment, qui sont des personnes lumineuses, personnes à 100% bons dans la vie, c'est évident, on fait tous des erreurs, mais il y a des personnes qui sont plus lumineuses que d'autres, ça va de soi. Et
Bon, et c'est pas nécessairement non plus pour cela qu'elles ne seront pas malades, hélas, hein. S'il suffisait d'être quelqu'un de bon pour ne jamais être malade, bon, il y a aussi tout le bagage familial, la génétique qui joue dans tout ça. Mais disons-nous bien que on n'hérite pas d'une génétique pour rien. Pourquoi naît-on dans telle ou telle famille plutôt que dans une autre? Parce qu'il y a généralement des liens d'ordre karmique qui font que on va dans tel milieu social et non pas dans tel autre, et que l'on va hériter des comment dire des caractéristiques de ce milieu social en bien comme en moins bien. Donc tout quelque part, d'une certaine façon, tout est karmique puisque il y a toujours une cause à quelque chose. Rien ne naît de rien. Euh, c'est voilà. Génial. Bah, justement, tu viens de répondre à une de mes questions que j'avais préparée, mais je vais la poser quand même. Parce que j'ai beaucoup aimé ton expression karmite aiguë dans le livre. Et Ouais. à ce propos, comment ne pas tomber dans le piège de tout ramener au karma? Oui, ben ça c'est quand certaines personnes commencent à faire un chemin, on dira d'ordre spirituel non conventionnel, c'est-à-dire d'entrer dans des considérations comme celle-là. Moi j'ai remarqué à une époque où je commençais à parler de ces choses-là en conférence, par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de personnes essayaient de se dédouaner d'un certain nombre de leurs problèmes en disant ben, c'est mon karma, là, c'est et ils voyaient une karma, ils faisaient ce que j'appelle de la karmite aiguë, c'est-à-dire que ils s'excusaient de tout en disant ben, c'est pas de ma faute, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que ça, quitte à l'inventer. Mais d'une certaine façon, on peut dire oui, c'est exact, puisque comme je le disais il y a quelques minutes, tout a une cause, tout est une succession de maillons d'une très très longue chaîne. Sauf que ça ne doit pas nous déresponsabiliser de qui nous sommes aujourd'hui. Alors faire de la karmite aiguë, c'est justement se décharger de tout en disant bah, de toute façon j'y peux rien, là c'est mon karma, ou alors c'est ton karma, on peut dire ça à quelqu'un aussi. Euh, il n'y a pas de, faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité de toute façon, hein. Ça, c'est une question qui est extrêmement importante aussi par rapport à la notion de karma ou de maladie karmique. C'est beaucoup de gens ont l'impression que, bah, de toute façon, puisque c'est leur bagage, bon, ben, ils n'ont plus qu'à subir et puis c'est tout. Et c'est faux. C'est faux. Quand on prend conscience, après un cheminement, de l'héritage possiblement karmique de tel ou tel problème, je dis toujours possiblement, parce qu'il ne faut jamais être catégorique. Parce que nul n'a la science infuse, hein, nul n'a la connaissance infuse. Un bagage possiblement karmique, il ne faut pas se dire pour autant, bon ben voilà, c'est comme ça, je laisse tomber. Non, pourquoi est-ce que cela nous est donné? Il faut se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que cela nous est donné d'avoir cette information ou cette possibilité d'information? Peut-être pour qu'on se réforme. Parce que le fait de prendre conscience de la nature d'un problème, c'est un outil de travail sur soi. C'est là où il faut réagir en se disant pas, ben bon, ben, c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je donne dans mon livre Les maladies karmiques quelques outils de travail sur soi, quelques principes qui font qu'on peut décider de se prendre en main et puis d'aller se nettoyer de l'intérieur pour faire ressurgir plus ou moins consciemment les handicaps qui sont nôtres éventuellement, et puis aussi mettre en évidence nos capacités. Parce que l'aspect karmique n'a pas qu'un aspect pesant. Ça peut aussi prendre conscience ben, de notre potentiel. Et ça, c'est fabuleux. Quand on arrive à mettre à jour des choses comme ça dans une lecture d'aura, ou même dans un des petits exercices que je cite dans mon livre, eh bien, c'est formidable parce que tout d'un coup, on a de quoi faire, là, on a de l'outillage. Et puis on peut se dire, bon ben là, je vais avancer, je vais tout faire pour avancer. Mais en n'en faisant pas des défis. C'est-à-dire qu'on va pas dire, on va pas se poser des, comment dire, des limites dans le temps. On va pas, comment dire, euh, oui, c'est ça, se poser des défis. C'est le terme que je cherchais justement. Il faut laisser les choses aller naturellement.
spontanément, librement, comme pour permettre à notre être profond d'installer une vraie respiration. Donc on ne va pas se pointer du doigt, ni pointer du doigt quelqu'un dans le présent ou dans le passé en disant c'est ta faute, c'est ma faute, c'est pas le but. Le but c'est le pardon de toute façon. Que ce soit le pardon de soi à soi ou le pardon envers quelqu'un qui, plus ou moins intentionnellement ou inconsciemment, nous a blessés. Ou une circonstance, c'est pas forcément quelqu'un, c'est une circonstance. Hein. Mais la circonstance, pourquoi l'avons-nous vécue? Là, c'est encore une autre question. C'est la succession de nos vies qui a mis cela en scène. Parce qu'il s'agit en fait d'une grande mise en scène cosmique, tout cela. Une mise en scène qui est organisée, pilotée par le divin pour nous purifier au maximum et en vue d'une ce qu'on appelle une réintégration ultime dans la conscience divine. Le bout du chemin, si tant est que ce chemin est un bout, il n'y en a pas, je crois. C'est un beau projet pour nous tous, hein. Je vais rebondir sur ce que tu as dit et je vais te poser la question parce qu'avec tes nombreuses expériences dans le plan subtil, est-ce que tu as observé chez certains individus, des prédispositions pour surmonter les maladies d'origine karmique? Est-ce qu'il y a quelque chose, chez les uns, qui facilite Je justement, dirais que l'accélération sur, il y a des personnes, ce sont généralement des personnes qui ont le sens de l'humour. L'humour c'est un grand détergent, un grand nettoyant. C'est-à-dire des personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui ont tendance, par une espèce de gaieté intérieure ou de force intérieure, à dédramatiser les situations, ou celles qu'ils vivent, ou celles autour auxquelles ils sont confrontés dans leur entourage. Pour ça, l'humour, oui, l'humour et la patience. Je crois que c'est les deux grands instructeurs, savoir dédramatiser les situations. Moi, j'en ai vu des gens comme ça, on pouvait finalement aller assez loin dans la réflexion, puis ils se disaient toujours, bon, bah, après tout, oui, bon, j'ai peut-être fait ça, peut-être que je suis responsable de ça, mais bon, ben voilà, on va avancer. Et ces personnes-là ont véritablement compris le but de toute vie, c'est désamorcer ce qui est dramatique ou qui paraît dramatique. Évidemment, il y a des situations qui sont réellement dramatiques, on ne dira pas le contraire. On ne peut pas, je veux dire, rire de tout, comme certains humoristes le font quelquefois, même en faisant très mal. On ne peut pas, hein, on le conçoit. Mais il y a aussi des personnes qui ont tendance à enquister les problèmes en, comment dire, en se centralisant, en se centrant excessivement sur elles-mêmes. Et ces personnes-là, évidemment, ont beaucoup de mal à cultiver le sens de l'humour, le sens de la dérision. Comme je dis, c'est pas donné à tout le monde. Hein, il y a des situations réellement dramatiques et dans ce cas-là, eh bien, je crois que notre rôle en tant qu'être humain ou en tant que thérapeute, si on l'est, ben c'est de déployer la compassion. Tout ne passe pas nécessairement par la compréhension intellectuelle ou la maîtrise émotionnelle des choses. La compassion, c'est une arme, un outil, pas une arme, un outil de guérison, euh, je dirais christique, au sens total du terme. Hein. Christique, c'est au sens universel du terme. La compassion, c'était je dirais, l'outil majeur d'ailleurs du maître Yeshua il y a 2000 ans. Ça a été un des outils évidemment du Bouddha il y a 2500 ans, etc. Bon. Donc on ne fait pas tout passer par le fait de décortiquer, mais il y a des moyens de désempoisonner des situations. L'amour, l'humour, la compassion et semer la patience. beau. Merci pour tes outils. Justement, j'allais venir dans la question suivante. Dans ton livre, tu parles de quelques techniques pour nettoyer la mémoire du corps, pour Oui. nettoyer ou apaiser certaines empreintes karmiques. Tu as également canalisé d'autres techniques en visitant les annales akashiques. Et avec ton épouse Marie-Joanne, vous avez fait revivre de nos jours les thérapies esséniennes et égyptiennes. Oui. Tu as déjà eu l'occasion de t'exprimer à ce sujet en France, mais peux-tu, s'il te plaît, pour le public polonais, nous raconter
De quelle façon ces thérapies, heu, se sont parvenues, t'ont apparu de nos jours? Et je pose également cette question car, un de tes livres sur les thérapies antiques, égyptiennes et esséniennes est en cours de traduction et fera l'objet d'une prochaine publication en Pologne. Oh, c'est une nouvelle que tu m'apprends là, c'est Mmh. magnifique. Ce sera ainsi, soigne-t-il. Oui, ce serait une très bonne chose, que ça paraisse, en Pologne, effectivement. Oui, eh bien, c'est le fait de en approchant dans ma vie comme ça, adolescente puis de jeune adulte, la notion des corps subtils et en voyant que notre corps physique n'est jamais que la dernière roue de la charrue de notre conscience supérieure et de notre esprit et cetera, en me rendant compte de la multitude des enfin, d'un certain nombre d'auras, je me suis rendu compte que chaque aura était le rayonnement d'un corps subtil, c'est-à-dire par exemple le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, etc. Et l'aura n'est jamais que le prolongement de ça. Et ça a été une découverte majeure dans ma vie parce que je me suis rendu compte, eh bien, avec comment dire, des, des travails au niveau de ma conscience et en essayant de plonger dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la mémoire causale, dans l'atome germe, dans mon propre atome germe, euh, j'ai été mis en contact avec des mémoires personnelles, et mon épouse aussi, Marie-Joanne, avec des mémoires personnelles qui dataient de l'Égypte antique et également de l'époque du Christ, de la communauté essénienne. Alors en plongeant de plus en plus dans ces mémoires intérieures, nous nous sommes rendus compte l'un et l'autre, et c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment en collaboration très étroite et qu'on continue à le faire, nous nous sommes rendus compte eh bien, que ces êtres-là, ces peuples-là, les Égyptiens et les Esséniens, avaient mis au point des méthodes de travail sur les corps subtils qui permettent d'intervenir idéalement de façon préventive, mais également de façon curative sur telle ou telle manifestation de ou maladie ou disharmonie ou maladie en préparation ou enfin cet ordre-là. Et ça a donné finalement au fil des années, ça a donné tellement d'exercices, de pratiques qui nous permettent de travailler dans le subtil, dans l'invisible, qu'on s'est dit ben, il faut en faire un livre à un moment donné. Alors on a formé un certain nombre de personnes comme ça il y a déjà longtemps maintenant, il y a à peu près 20 ans qu'on a commencé cela en France, et puis en Italie, etc., en Espagne. Et puis petit à petit, quand à force de présenter à nos élèves cette façon de travailler sur les corps subtils et donc sur le corps physique, on s'est trouvé avec je dirais, une somme importante de données dont on a fait le livre que tu as évoqué il y a quelques minutes. Alors c'est extrêmement important parce que ça donne une autre dimension, non seulement à l'être humain, à ce qu'il est dans ses profondeurs, mais ça oblige, ça suscite le thérapeute à travailler également sur lui-même, c'est-à-dire à découvrir par l'intermédiaire de ses soins, de ses thérapies, une sacralité à la vie, d'une façon, moi, que je n'avais jamais pu imaginer autrefois. Alors, il y a des personnes qui viennent, par exemple, suivre ces cours, parce que maintenant nous avons passé le relais à un certain nombre d'amis, qui viennent suivre ces cours en se disant oh ben, je viens pas nécessairement parce que j'ai envie d'être thérapeute au niveau des corps subtils, mais je viens aussi parce que ça va me faire travailler sur moi. C'est-à-dire que ça va me mettre en relation avec une dimension du vivant qui va être totalement me laver ou être susceptible de me laver. Donc c'est un outil de croissance également, j'insiste là-dessus, parce que c'est important. Donc ça, il y a tout un cursus auquel les élèves sont invités, suite à la publication de ce livre, qui met en évidence justement la dimension divine de l'être humain. Parce que l'être humain est un être qui est divinisable. Donc, plus on va apprendre à nettoyer un organisme humain, à le, comment dire, à le purifier de toutes ses formes pensées, désamorcer des troubles qui sont en état de préparation, eh bien, plus
on permet à cet être-là, en tant que thérapeute par exemple, on permet à cet être-là de 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 maintenir une santé infiniment meilleure et un psychisme également beaucoup plus pur, beaucoup plus tourné vers la lumière. Alors si Merci ta Daniel question pour cette est explication. Pour intriguante, une petite précision, je parlais de livres, Ainsi soignait-il et là, je pense que tu nous as donné des explications aussi sur le grand livre de thérapie, Essénienne oui, égyptienne, que vous avez ah oui, effectivement, d'accord, oui, 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 élaboré avec Marie-Joanne. C'est de juste une petite précision pour, les personnes qui vont écouter cette, Zoom. Moi, je l'avais compris comme ça, mais en tout cas, j'espère que cette étape viendra aussi pour la Pologne plus ah, tard. on verra On n'en on est verra pas encore là, mais ce sera avec grande joie. qui soit le cheminement a été le même de toute façon. Le Tout cheminement à est fait. sauf que quand j'ai écrit, cette fois-ci en solitaire, en solo, Ainsi soignait-il, comment dire? Je savais pas. Je commençais à rassembler les premiers éléments du puzzle qui ensuite, m'allaient faire travailler avec Marie-Joanne. Alors il y a d'autres techniques qui sont expliquées dans, Comment soignait-il? Il y a d'autres façons d'aborder, complémentaires, toujours complémentaires, d'aborder la thérapie, la façon dont on consacre une salle de soins, par exemple. Une salle de soins, c'est baigner dans une aura, justement, de lumière. Comment est-ce qu'on y prend? Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce que les anciens Égyptiens approchaient aussi certaines maladies? Comment ils concevaient? Quels éléments d'ordre archétypal est-ce qu'ils invoquaient pour entrer en contact avec les corps subtils? Ça, oui, c'est vraiment dans Ainsi soignait-il. Et bon, c'est un livre qui m'est cher et que je crois qui est un peu trop mal connu parce qu'il y a beaucoup de données. Il est très complémentaire du grand livre des Tout à thérapies fait, essayées. tout à fait, c'est un très beau livre. C'est une première marche, mais une marche qui peut être indispensable. Ça, je le pense. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Daniel, je crois qu'on avait fait le tour de toutes les questions et donc je te remercie beaucoup, de nous avoir accordé ton temps pour, cet échange. Hem, je trouve que tu abordes le sujet du karma avec une légèreté et une dimension d'amour, tout en accord avec la responsabilité, avec la dimension de la responsabilité et c'est un fait que j'ai aussi, constaté, en traduisant ces livres. C'est un livre qui baigne d'énergie d'amour, de compassion et qui ramène justement cette légèreté. C'est vraiment le mot légèreté qui me vient parce que quand on parle souvent de karma, on a l'impression que c'est quelque chose de lourd, déprimant et Et de une fatalité et une une fatalité. fatalité, alors que dans ton livre, on prend pleinement, conscience que, il s'agit que de nous, de notre, posture intérieure et de nos démarches qu'on allons mettre, au quotidien pour, prendre un peu le règne de nos vies et puis, puis avancer dans cette, belle avancée, dans nos cheminements de tout un chacun. C'est le but, hein, c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai écrit ce livre. C'est pour enlever des possibles fardeaux et donner de l'espoir. Voilà, nourrir l'espoir, nourrir la conscience au moyen de l'espoir, pour moi, c'est fondamental. Il y a assez de lourdeur dans notre monde pour qu'on on pousse dans la direction de l'espoir et de la lumière. Et c'est vrai que cela nous permet de nous réconcilier et de prendre de la hauteur et ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et je veux profiter aussi de cette occasion, pour te remercier de tout le travail que tu fais et tes merveilleux ouvrages. Et je te souhaite plein d'épanouissement aussi dans la rédaction de ton nouveau livre en collaboration avec, Marie-Joanne. Oui. On est déjà vraiment impatients de voir, ton nouveau, votre, nouvelle, approche et voilà. Si tu peux nous dire quelques mots à l'avancement de cet ouvrage, ben, ce serait bienvenu. Tu fais bien d'évoquer ça. C'est un ouvrage qui nous tient beaucoup à cœur tous les deux. Un ouvrage qui est extrêmement difficile à rédiger parce qu'il faut entrer en contact psychique avec des consciences animales, justement, sans tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'anthropomorphisme.
Et notre travail a pris racine spontanément, sans que nous le cherchions, par un contact psychique avec une petite perruche que nous avions jusqu'à l'an dernier et puis qui était arrivée au bout de son temps. Et cette perruche-là, eh bien, est venue comme, comment dire, chercher des contacts télépathiques avec nous, qui, qui nous ont ouvert à elle comme à moi une espèce de grande fenêtre sur la conscience animale, sur le monde animal. Et c'est prodigieux ce qu'on arrive à découvrir, non pas simplement parmi le monde des oiseaux, mais aussi, par exemple, le monde des chats, par exemple, le monde des ratons laveurs, le monde des écureuils, etc. C'est un grand portail qui s'ouvre pour nous, mais nous avançons à tout petits pas chaque jour, parce que, mon Dieu, que c'est difficile à retranscrire, parce que ne communiquent pas avec nous, ils, au singulier ou au pluriel, ne communiquent pas avec nous avec des mots, mais avec ce que nous appelons des images pensées, c'est-à-dire des projections images. Et il faut que nous nous soyons suffisamment transparents pour laisser ces images être décodées et que nous puissions les retranscrire en mots ou en phrases. Alors c'est un exercice d'équilibré absolument incroyable. Euh, Eh ben, J'espère que ce sera terminé dans le courant de cet été pour une parution en France, du moins en langue française, à l'automne. Mais c'est vraiment un défi énorme, énorme. Ce que je ressens jusqu'à présent, et mon épouse aussi, et Marie-Joanne aussi, lorsque nous relisons les pages écrites, on a la sensation d'ensemble, en dehors des informations de première main qui nous sont données par ces animaux, la sensation d'ensemble de ces pages jusqu'à présent, c'est une sensation d'une grande douceur. Une grande douceur, et on a là affaire à un monde animal en général, envers lequel nous avons une immense dette karmique, justement, à force de les avoir exploités, massacrés, etc., etc., etc. Alors, bon, on va en parler davantage parce que c'est encore en chantier, mais ça prend cette direction-là. mais c'est tout beau parce qu'effectivement, on parle du karma et c'est aussi un gros sujet qui va nous permettre de, de vraiment être plus proche de ce monde, hein. Donc merci d'avance pour cet ouvrage. Et donc je suis impatiente de le découvrir pour en France et puis qui sait, peut-être ça sera produit aussi pour la Pologne prochainement. Merci Christina, merci également à toi de m'offrir cette belle opportunité. Bonjour à tous nos amis polonais. Merci beaucoup. Merci Daniel.